Florent Giry, tu vas jouer au maire de Paris Centre, comme tu le disais. Il y a un événement qui t'a pas échappé ces dernières semaines. On va parler de ce fameux mardi 15 octobre, 17h45. Paul Varry, 27 ans, est mort, écrasé par un SUV, un automobiliste, qui est depuis du coup accusé du meurtre. Il y a eu dans le week-end qui a suivi plus de 200 rassemblements, des hommages pour dire stop aux violences motorisées. La question de la sécurité de la cohabitation entre cyclistes et automobilistes, aujourd'hui, elle est au cœur du débat public. Toi, ton rôle, c'est aussi de préserver la circulation, la bonne cohabitation de tous les usagers à Paris. Un drame comme le meurtre de Paul Varry, ça représente quoi pour toi? Est-ce qu'on est aussi sur un petit échec du système urbain parisien? Alors d'abord, ça représente beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Pour comprendre de là où je parle, en plus d'être élu en charge de ces sujets, j'ai été élu, ma légitimité politique, on va dire, elle vient de mon engagement associatif préalable, qui était sur le vélo, justement. Ok. Dans quelle association? À Paris-Ancel. Ok, d'accord. Ah. Et donc, je connaissais Paul en tant que camarade de Paris-Ancel. Et puis surtout, Paul était le responsable de Paris-Ancel pour mon arrondissement. Ok. Donc, c'était aussi mon interlocuteur. Privilégié, okay. Pas quotidien, mais très régulier. Ok. Et donc, d'abord, le meurtre, l'événement a été anonyme le premier jour. Et le lendemain, Paris-Ancel m'a contacté. J'étais chez moi, je me rappelle très bien, en train de manger des raviolis. Je pense que je ne mangerai plus jamais ces raviolis-là. Et en fait, la première action, c'est bien sûr les larmes. Parce que même quand on est un élu, quand on a une nouvelle comme ça, quand on connaît la personne évidemment encore plus, c'est forcément beaucoup de douleur d'abord. Et effectivement, dans les quelques moments qui suivent, beaucoup de questionnements. Un grand moment, je pense, d'humilité, de se dire mais on peut même pas, quand on est engagé comme moi depuis longtemps sur ce sujet, qu'on est élu sur ce sujet-là, qu'on a des compétences a priori, on n'arrive pas à protéger quelque part celui qui est le premier cycliste de l'arrondissement, le premier militant. Ça a été ça ma première réaction à chaud, ça a été un grand moment de doute et un peu de solitude. Et après, il faut quand même assez vite rebondir, parce que ça, c'est pas constructif comme sentiment. Les hommages m'ont fait beaucoup de bien, enfin, en tout cas, pour faire le deuil, ça a été très, très utile. Et ça permet effectivement après de rebondir et de se poser des questions. Et on va le faire aujourd'hui ensemble. Mais il faut quand même, avant de se poser des questions sur la cohabitation, sur les aménagements, et c'est vraiment important. Et si cet événement tragique permet de se poser ces questions-là auprès du grand public, voilà, j'allais dire, allons-y. Mais là, on parle effectivement, comme tu l'as dit, c'est un événement qui est un meurtre a priori. Donc, en tant qu'élu, moi j'avoue me sentir totalement démuni par rapport à ce qui peut relever de l'intentionnalité d'un usager d'attendre à la vie de quelqu'un d'autre. On peut faire les meilleurs aménagements du monde. Là, si on est dans une volonté de tuer, qui semble, on verra l'enquête, mais qui semble être la piste privilégiée, dans ce cas-là, évidemment que moi, en tant qu'élu à la voirie, je ne peux rien faire pour ça. Donc aussi une leçon d'humilité sur le pouvoir qu'on a ou qu'on n'a pas quand on est élu en charge de ces sujets. Toi, Gonzague, ça t'évoque quoi un peu tout ce qui s'est passé là? Toi qui es cycliste depuis plus de 15 ans, enfin, tu vois, ça a forcément touché aussi par... Oui, je pense qu'on se déplace tous les trois beaucoup à vélo. Donc tous les quatre, messieurs, même. Tous les trois invités. Alors, je ne connaissais pas Paul, mais évidemment, la tristesse, parce que ça pourrait être chacun de nous. C'est un risque, malheureusement, qu'on prend au quotidien, parce que, et ça fait partie des sujets de ce soir, on est mélangé parfois avec des gens qui sont dans des véhicules avec lesquels, sans se faire mal eux, ils peuvent nous faire très mal, ou en descendant, comme la personne qui est descendue récemment de son scooter pour frapper un cycliste, faire des dégâts considérables sur la vie d'une autre personne. Et c'est assez compliqué. J'ai plusieurs fois eu assez peur dans mes interactions avec des automobilistes. Alors tu peux avoir peur parce que tu as frôlé un accident, ça c'est une peur... pourquoi pas, et tu peux avoir peur des gens. Et ça, c'est la partie de certains trajets qui est la plus désagréable pour moi, c'est de me dire là, si je m'énerve sur cette personne qui vient de faire quelque chose de complètement lunaire, d'être sur son téléphone en roulant, de ne pas respecter les feux, de ne pas respecter... Enfin, tu sais pas sur qui tu tombes, en fait. Tu ne sais pas sur qui tu tombes. Et malheureusement, la voiture peut rendre un petit peu fou, ou peut exacerber... la folie. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet, à quel point la voiture est vue comme une extension de la maison, et donc toucher le véhicule, la voiture, la moto, c'est comme une incursion dans le domaine privé. Il y a un côté sacro-saint de la voiture, alors que en tapant une voiture avec ma main, je n'ai quasiment aucune chance de l'abîmer, et ce n'est même pas mon intention. D'ailleurs, on a plutôt envie de manifester quelque chose à quelqu'un, genre t'as vraiment fait une connerie.
Et là, moi, il m'est arrivé que des gens descendent, essayent de me poursuivre, essayent de me taper. C'est particulièrement inquiétant, oui. Et c'est traumatisant aussi. Traumatisant, et c'est révélateur d'un climat assez complexe. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, et Dieu merci. Ouais. Et plus j'avance, moi, plus je me dis, n'aie pas cette réaction. Pourtant, vraiment, c'est viscéral. Parfois, tu manques de te faire renverser, tu as envie de mettre un coup dans la carrosserie. Voilà, pardon, j'ai beaucoup, monsieur. Ça s'est passé du coup à côté de la place de la Madeleine. J'aimerais qu'on revoie le lieu du drame et qu'on essaye d'analyser ensemble, qu'on prenne de la hauteur sur l'aménagement cyclable où a eu lieu le drame et peut-être déjà voir en vidéo. Donc ça, c'est une vidéo, c'est toi Altis qui a fait cette vidéo, c'est un extrait de ta vidéo. On voit du coup cet aménagement cyclable qui est pseudo respecté. Enfin, les voitures doivent tourner ici, mais on verra derrière une voiture littéralement sur la piste cyclable. Donc j'aimerais dire qu'on revienne un peu. Bah là, on a du mal à le voir. Voilà. Je montre avec le doigt effectivement sur l'image que là. Je t'invite à commenter, à analyser cet aménagement cyclable pour nous. Oui, justement, là on voit qu'il y a des conducteurs qui sont sur cet aménagement, qui utilisent cet aménagement. On a même du mal à le voir. On croit que c'est une autre voie de circulation, mais là c'est vraiment tout le monde qui se met dessus. Et tous ces usagers finalement vont l'utiliser pour ensuite tourner tout de suite à droite et utiliser un raccourci pour traverser ce pâté de maison et ressortir tout de suite après pour aller sur la place de la Concorde. Donc là, ils utilisent finalement cet aménagement-là comme un raccourci. C'est finalement une chose que j'ai vue et ce qu'on peut aussi voir sur les images qui est intéressant, c'est que c'est pas des petites voitures qui passent par là, c'est des gros véhicules, c'est des camions, des gros SUV. Et c'est aussi un des problèmes, c'est la taille des véhicules qu'on peut avoir. Je vais pas avec des si on pourrait refaire le monde, mais effectivement, si on avait des véhicules qui étaient plus petits, moins dangereux, on aurait aussi moins ces problèmes, j'imagine, au quotidien avec ces conducteurs. Et c'est aussi pour ça que ça a beaucoup été soulevé dans ce drame, que c'était le conducteur d'un SUV qui... On le sait, plus le véhicule est gros et plus les risques de dommages sont importants pour la personne la plus vulnérable, on le rappelle. Et à cet endroit-là en particulier, c'est vrai qu'il y a un petit séparateur physique, mais bon... Au vu des témoignages qu'il y a eu, moi j'ai pu échanger avec des témoins sur place qui m'ont dit que l'automobiliste a franchi plusieurs feux, qu'il a utilisé d'autres aménagements. Ouais. Aménagement ou pas, je suis pas convaincu que ça ait pu sauver ce jour-là Paul. Il y a aussi ça à se dire, c'est que cette personne-là avait un véhicule, se croyait complètement en toute impunité de pouvoir l'utiliser. Il y a aussi ça à revoir, cette violence, cette peut-être virilité toxique, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a ça à remettre en place. Et au-delà de ça, effectivement, il y a d'autres choses qu'on peut faire au niveau de l'aménagement, mais ça, on pourra peut-être en reparler plus tard. Et sur ce cas-là qu'on a vu à l'image, est-ce qu'il y a moyen de l'améliorer ? Je sais que tu as parlé avec une élue, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des délégations, notamment américaines, qui passent par ici parce que l'ambassade passe très loin. C'est vrai que la faisabilité aussi politique de l'amélioration des infracyclables, parfois, sont compliquées. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer cette piste cyclable, enfin, cet aménagement qu'il y a eu là Alors, de mon point de vue, qui est toujours très utopiste, qui est facile, c'est-à-dire sans problématique avec la préfecture de police, sans problématique avec les maires d'arrondissement et autres. On y reviendra effectivement. Moi, je vois aussi ce qui a été fait, c'est-à-dire que juste à côté, au niveau de la place de la Madeleine, on a un autre aménagement qui ressemble exactement au niveau de la configuration, avec un bout d'une rue qui a été coupé complètement et qui a été rendu cyclable, où la circulation des motorisés est complètement interdite. Ça, je le montre effectivement dans la vidéo. Et donc, ce qu'il serait possible dans cet endroit où les automobilistes utilisent cette voie pour faire un petit raccourci et ensuite rejoindre la place de la Concorde, c'est simplement couper la circulation, empêcher que des personnes passent là. Plus d'automobilistes, quoi. Alors vraiment, on coupe la... Non, pas plus d'automobilistes, plus de... Il sera plus possible de traverser, c'est-à-dire on plus... peut inverser le sens de la rue, il y a des options possibles. Exactement, on peut changer le sens de la rue, on peut revoir le sens de circulation, c'est-à-dire que les personnes qui ont vraiment besoin d'accéder à cette zone pourront l'utiliser, des personnes qui ont besoin de livrer, des personnes qui ont besoin de faire de l'artisanat, d'intervenir sur des chantiers, de déménager, pas de problème. Par contre, effectivement, les personnes qui vont juste traverser pour faire du transit, il n'y a pas d'intérêt en fait. C'est une rue, c'est fait pour des personnes qui vivent là, c'est pas fait pour un axe de transit. L'axe de transit, c'est le boulevard qui est juste à côté, qui devrait être dédié à la circulation motorisée. Je vous propose, messieurs, de passer sur des cas pratiques. Je suis allé spotter dans Paris à bord de mon vélo
5 endroits d'aménagement cyclable. On va voir le premier à l'image en vidéo. C'est dans c'est très parisiano-centré, désolé, mais dans le 18e arrondissement, c'est le boulevard Ornano. J'aimerais avoir votre avis assez rapide, Florent, toi pour commencer. Est-ce que pour toi c'est une bonne infrastructure cyclable ici? Oui, non, pourquoi? Dis-nous en plus. Je pense que c'est une infra qui a le mérite d'exister parce qu'elle est récente et qu'ils ont fait comme ils ont pu avec les contraintes qu'ils avaient. Alors déjà, elle est large, ce qui est intéressant. Et là, c'est un jour de marché. Il est pas là tout le temps, le marché. On va en parler. Mais c'est un sujet. Et c'est vrai que cet aménagement, le marché est une grosse contrainte parce qu'il y avait 2 options. En fait, si on voulait un aménagement qui fonctionne parfaitement à toute heure du temps, il aurait fallu délocaliser le marché. Parce qu'effectivement, là, on voit bien que les camions la piste cyclable passe entre les camions des marchands et le stand, avec, on imagine, des allers-retours réguliers. Donc, c'est pas si évident. Par contre, en termes de sécurité routière en propre, en termes d'accidents de la route, pour le coup, on est plutôt bien protégé puisqu'on a et un séparateur et une rangée de poids lourds garés. Donc là, le vélo qui est dans son couloir, c'est plus par rapport aux piétons qui traversent, à mon avis, que ça peut être pénible. Mais je pense qu'en termes de sécurité routière vis-à-vis des voitures, on n'est pas trop mal. Si je peux rebondir, c'est très intéressant parce que justement, cet exemple, moi, il me fait penser à une vidéo que j'avais fait avec Freddy Gladieux. Alors pas en guest avec lui, mais lui il faisait des vidéos, il fait des vidéos humoristiques, et il y avait un extrait justement qui se trouvait sur ce boulevard-là, où il a failli se prendre des portières, des ouvertures de portières, etc., de conducteurs qui étaient stationnés sur le bord. Cardering qu'on appelle. Et justement, aujourd'hui, en reprenant ces séquences, je refaisais le même trajet que lui, et je montrais qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus sécurisé en utilisant ce boulevard, avec une piste large, séparé des conducteurs qui étaient à l'arrêt, et surtout qu'il n'y avait pas de problème avec des personnes qui étaient arrêtées sur l'aménagement, parce qu'ils peuvent s'arrêter sur le bord de l'aménagement quand on voit avec le camion ici. Donc, s'il n'y avait pas le marché, elle serait parfaite. Moi je la prends tous les jours, cette piste quand il n'y a pas le marché. Je vous dis c'est génial. Ouais. Quand il y a le marché, je vous dis j'ai peur. J'ai peur parce que il y a du passage continuel et en même temps on peut pas les empêcher de travailler. Les maraîchers, c'est impossible. J'ai peur du quart de ring, j'ai peur des gens qui passent. Pour moi, la cohabitation, on en reparlera de la cohabitation un peu plus tard dans l'émission, mais la cohabitation maraîcher-cycliste ici pose problème. On va passer à un deuxième exemple avec une petite vidéo et une photo aussi pour analyser ça tous ensemble. C'est le boulevard des Maréchaux au niveau de la porte des Saint-Ouen. Donc boulevard des Maréchaux, ça fait le tour de Paris, etc. Gonzague, ici, ton avis sur cette piste cyclable là, qui est séparée physiquement des voitures? On est sur une mauvaise piste cyclable? Il y a des choses à améliorer ou pas? Ça dépend, tu parles de laquelle, pardon, de truc. Celle de gauche, pardon. En fait, celle de droite, c'est pour les enfants. Je crois que c'est pour les enfants du quartier. Il y a des trucs comme ça. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. C'est celle qu'au milieu, messieurs. La séparation physique, c'est quand même généralement quelque chose qui est meilleur, parce que ça va quand même un peu limiter la possibilité d'incursion d'un véhicule motorisé dans cette piste. Ça ne l'empêche malheureusement pas. Ça ne va pas non plus empêcher le stationnement. Ça dépend de la hauteur du trottoir, en fait. Là, il est plutôt... ça m'a l'air OK. Même un scooter, je pense c'est un peu compliqué. Selon le trottoir et selon l'endroit où un camion pourrait vouloir essayer de se stationner pour se livrer, ça a comme désavantage parfois de faire que toi, si tu t'es engagé pour en sortir, ça oblige à des manœuvres avec ton vélo qui sont assez complexes. Mais de façon générale, si c'est respecté, c'est quand même déjà vraiment bien mieux. Mais on n'est pas sur un double sens où là il y a le danger des gens qui zigzaguent parce que les cyclistes ne sont pas parfaits. On aura l'occasion d'en parler. Je pense que cette piste, défaut, c'est qu'elle est étroite. Oui. Elle est un peu étroite, mais sinon elle fait le job. Pour rebondir justement sur ce que tu te dis, en fait, en termes de bonne pratique, et c'est intéressant, c'est que l'aménagement devrait être à peu près au niveau du trottoir avec un petit rebord, ce qu'on appelle les rebords chanfreinés, c'est un rebord en biseau, pour permettre aux cyclistes de sortir et rentrer de l'aménagement ou personne à mobilité réduite d'utiliser cet aménagement cyclable. Et effectivement, avec un petit peu plus de largeur pour pouvoir se dépasser ou rouler côte à côte. Oui, parce que là, l'angle fait que si tu essayes d'en sortir, tu tombes. C'est ça. Là, c'est impossible en vélo. On appelle ça des rebords pardonnants. Je crois que tu as souvent des vidéos de gens comme ça qui, en voulant passer ces rebords, qui doivent les protéger, chutent. On le voit dans ta dernière vidéo, dans la vidéo derrière où tu es sur le complètement, etc. On le voit, le monsieur qui tombe en vélo. Mais ces rebords sont aussi gênants pour le simple fait de s'arrêter. Parce que quand, en tant que cycliste, tu vas t'arrêter pour rejoindre un commerce, quelque chose qui est sur ton côté, tu es obligé de t'arrêter et ensuite déplacer ton véhicule en dehors de l'aménagement cyclable. Si ces rebords sont à niveau du trottoir avec un petit rebord suffisant pour créer une réelle démarcation avec les piétons, là c'est facile, tu peux sortir, revenir sur l'aménagement. On est sur les idéales finalement qui se feraient aux Pays-Bas. Oui. Troisième exemple, on est sur la rue de Rivoli, piste cyclable emblématique de Paris, dans le 4e arrondissement. Ça te concerne directement du coup, Florent. Je te laisse en parler. On est un peu sur... Moi, j'appelle ça une petite autoroute cyclable urbaine. Ouais, on peut appeler ça comme on veut. Alors, en roulant pas trop vite, comme pas à 110. Oui. Mais une autoroute cyclable, pourquoi pas. Une voie. En tout cas, c'est un axe magistral du vélo.
Alors cet axe, ça va être symbolique, hein, parce que c'était la Corona piste d'abord après le Covid, pendant le Covid, en mai, avril-mai 2020, après le déconfinement. Cette piste cyclable, en fait, c'était le morceau central d'une grande piste cyclable qui allait de la porte de Vincennes jusqu'à la Défense. Et l'idée était de dire, les gens vont avoir peur de prendre les transports en commun, parce que les virus, etc. À l'époque, on flippait beaucoup. Je me rappelle. Hein. Et du coup, cette piste a été une réponse à ça. Et puis ensuite, c'est devenu un symbole de la transformation de Paris, repris dans le New York Times, etc. Et puis, elle a des usages. Hein. Je sais plus combien, elle a 12 000 ou 15 000 vélos par jour. C'est pas la piste cyclable la plus utilisée. Pas la plus, elle est dans le top 3, je crois, ou 3 ou 4. Mais alors, elle est très large. Elle est même, si on se dit les choses, elle est trop large par rapport aux besoins. Le matin, en heure de pointe, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Oui, c'est vrai qu'on peut doubler même 2 vélos de front. Oui. Donc on peut être le 3e vélo de la rangée et doubler. Donc c'est confortable. Je crois que c'est la plus grosse. Elle fait 12 mètres. Ça dépend des endroits, mais à l'endroit, il y a l'endroit où elle est encore plus large qu'ici, vers le Louvre. Un peu plus loin, elle est un peu moins large. Et donc si on se dit les choses, je pense que l'étape d'après de cette piste, aujourd'hui elle est en plot. Vous avez vu, on a fait un choix de pérenniser l'aménagement qui était jaune moche, en plot noir joli, mais toujours du plot. Parce qu'en fait, la rue de Rivoli, elle va avoir besoin, sans doute mandature prochaine, je pense quel que soit le candidat élu, je pense qu'il y aura un consensus à mon avis, sur un lifting général. Les trottoirs sont trop étroits, il y a la question des bus, cette piste cyclable qui est très large, qui est utile, mais que peut-être un peu réduire. Enfin, je pense que la rue de Rivoli, elle mérite une réflexion globale sur la réallocation des espaces, justement pour la cohabitation des piétons et des vélos en particulier. 4e exemple, messieurs, on part pour moi sur une piste cyclable problématique, la piste cyclable la plus utilisée de France, si ce n'est d'Europe, le boulevard Sébastopol, dans le 10e arrondissement, qui est juste là devant nos fenêtres. Voilà. Nous, on entend des cris tous les jours, des gens qui gueulent. Je le prends aussi souvent. Qu'est-ce qu'on en pense de cette piste, Gonzague ou Altis, comme vous voulez? Je pense chacun à notre tour. Elle est assez compliquée parce que elle a été créée, je pense, à un moment où il y avait moins de trafic et elle est en double sens. Donc déjà, le double sens, je trouve ça complexe parce que il y a des interactions avec des utilisateurs qui sont pas très respectueux des autres. Elle est pas très large, donc quand tu vois le trafic qu'elle brasse, c'est assez compliqué. Et comme on le voit, juste à côté, il y a aussi du stationnement, mais vraiment collé. Livraison. Ce qui est évidemment important. Hein. Je suis pas du tout à lutter contre le fait que les gens travaillent. Mais là, le risque d'emportiérage, etc., est assez élevé. Et alors, ce boulevard, il est jalonné d'énormément de passages piétons. Et là, franchement, moi, pour le coup, je suis cycliste, mais les cyclistes ne sont pas très corrects avec les piétons. Il y a un vrai problème de respect des piétons. Je trouve que c'est très dommage parce que la cohabitation et les mobilités douces, on devrait bien garder le mot doux dans ce terme. Donc ça fait partie des trucs qui sont un peu compliqués. Après, elle est extrêmement efficace pour traverser Paris du sud au nord. Hein, c'est extraordinaire. Mais je me permets de rebondir sur ce que tu dis par rapport à la cohabitation avec les piétons. De mon point de vue, pour l'avoir observé, je pense que ça part aussi beaucoup d'un problème de compréhension au niveau de l'aménagement. Oui. L'aménagement manque de clarté. J'ai pu effectivement en discuter. On va y travailler d'ailleurs. Et pour les cycles, par exemple, sur l'aménagement, il y a très peu de feux. Tout à fait. C'est-à-dire que normalement, on devrait s'arrêter systématiquement au niveau des passages piétons quand il y a un piéton qui passe. Et en fait, on va voir qu'il y a le feu vert des motorisés et on va se dire « Ah, il y a le feu vert des motorisés, donc je peux y aller. » Alors qu'en fait, à cet endroit-là, il y a un passage piéton sans feu pour les piétons. Donc les piétons devraient rester prioritaires alors qu'il y a le feu vert qu'à côté. Ce qui crée des situations qui sont très bizarres, à la limite de l'incompréhension. Je m'étais d'ailleurs pris la tête avec une élue, je crois, cycliste, qui était derrière moi et j'étais en train de faire un sujet justement présentant cet aménagement de Sébastopol. Elle me dit non, mais là, il faut pas s'arrêter pour les piétons, etc. Je dis si, il n'y a pas de feu pour les piétons, il faut s'arrêter pour les piétons. Ils ont la priorité. Et donc ça crée des situations de tension qu'on pourrait, je pense, améliorer avec un aménagement plus clair. Mais d'ailleurs, c'est bien prévu. Alors c'est une voie compliquée, on va parler après, je crois, des contraintes administratives, de police. Donc on pourra revenir sur cet exemple-là qui est un point. Avec grand plaisir. Voilà, je peux faire très court maintenant. En tout cas, le diagnostic, il est partagé. Hein. En fait, c'est une piste qui a été faite, je crois, en 2018, comme ça. Donc, en fait, c'est une des premières grandes pistes cyclables parisiennes. Et donc, ça permet de constater aussi les améliorations continues qui ont été livrées. Quand vous regardez une des dernières grandes pistes cyclables livrées, par exemple, sur la rue de Lafayette, on voit quand même le gap en termes de qualité d'aménagement avec cette piste-là, qui était pas la première, mais une des premières, parce qu'aussi, les services ont gagné en expertise, parce que les instituts techniques publics comme le CEREMA ont modifié leurs recommandations et parce qu'on apprend aussi. Voilà. Mais donc cet aménagement, il va évoluer. Ouais. Ok, ça fait plaisir à entendre ça. Alors, dernier exemple, 5e et dernier exemple, messieurs. On va partir sur, je le prends tous les jours, boulevard Magenta, dans le 10e arrondissement. Pour moi, elle est bien plus dangereuse que Sébastopol. Pourquoi ? Parce que c'est une piste cyclable qui est directement
sur le trottoir. Pourquoi ça pose problème? Alors d'abord, en fait, cette piste, elle est pas sur le trottoir. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on s'en rend pas compte. Elle est où alors? Non, en fait, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, cette piste, à l'époque où elle a été créée, là, pour le coup, c'est une des premières pistes cyclables importantes de Paris. Avant même Anne Hidalgo, je crois que c'est de la Noé. C'est vraiment une des premières pistes cyclables. Ah oui, d'accord, ça date. Et d'ailleurs, elle marche bien, je crois qu'il y a 11 000 vélos dessus. C'est la deuxième piste cyclable la plus empruntée à Paris. Par rapport à l'inconfort qu'elle génère, elle est quand même très empruntée. Donc c'est qu'elle a un vrai intérêt. Mais en fait, on pense qu'elle est sur le trottoir. Et c'est vrai que l'aménagement, il donne cette impression-là. Donc c'est qu'il n'est pas lisible, manifestement. À l'époque, en fait, le trottoir s'arrêtait au niveau du lampadaire qu'on voit là, à droite. Ok. Où il y a les panneaux. Au niveau de la première rangée d'arbres. À droite, ouais. Et en fait, il y a eu un choix, qui était un choix aussi paysager, je pense, de se dire, on va mettre le trottoir. Et une nouvelle rangée d'arbres. Et à la place du stationnement et d'une voie de circulation, une piste cyclable, puis une rangée d'arbres. Okay. Le problème étant que cette rangée d'arbres, elle devient un trottoir factuellement entre les arbres. Elle est là pour la décoration, si je puis dire. Les arbres, c'est jamais la décoration. Non, mais un autre sujet. Mais du coup, cette piste cyclable qui est en plus étroite, parce que c'était les normes à l'époque, etc., se retrouve coincée entre deux espaces piétons, mais dont l'un des deux, celui qui est là où il y a les arbres, la deuxième rangée d'arbres proche de la chaussée, n'a pas été conçu comme un espace piéton à la base. Et donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement, c'est assez compliqué. Pour doubler, c'est compliqué. Je vois des gens doubler dessus. On peut pas. Ça m'énerve. Quand j'ai quelqu'un derrière moi qui me colle au cul. Il faut pas doubler sur cette il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Et pour moi, ça crée du danger. Bien sûr. J'en ai reparlé, les voies à bus sont toujours pas réouvertes pour la circulation des cycles, ce qui est un peu dommage aussi. Parce qu'elles sont pas assez larges. Je pense que ça l'a. Oui, mais au niveau de la vitesse aussi. Avant, Paris était à 50. Maintenant qu'il est à 30, peut-être on pourrait repenser ce partage sur les voies à bus. On fait plus ça, par exemple. Ok. Sa peinture glissante aussi. Surtout. Ça c'est le plus. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans le passé. Allez, au revoir. Je suis désolé. Pareil d'ailleurs, les collègues, mon arrondissement, les collègues du 10e arrondissement ont mis d'ailleurs en votation citoyenne il y a quelques temps. Donc vous savez, on a une votation sur la suivie. En même temps, les arrondissements pouvaient mettre des questions locales. Et donc la mairie du 10e a mis une question locale aux habitants du 10e. Voulez-vous qu'on descende la piste cyclable du trottoir sur la chaussée, en renonçant à une voie en plus? Et il y a eu un plébiscite, je sais plus combien, mais largement. Donc le projet va arriver aussi dans les tuyaux dans les prochaines années. Ok. Florent, on en parlait juste avant, on en a fini pour les cas pratiques sur la faisabilité politique de faire bouger les choses. Il y a des limites, il y a des points bloquants, j'imagine, quand on est élu parisien spécialiste dans la mobilité. Je sais que la préfecture de police, j'ai cru comprendre qu'elle avait un rôle aussi là-dedans. En tout cas, vous travaillez main dans la main avec la préfecture de police. Quels sont les points bloquants, les limites? Qu'est-ce qui freine en fait le développement des infracyclables, que ce soit à Paris ou même dans d'autres villes en France? Alors bon, d'abord, les élus, il faut bien sûr une motivation politique, mais déjà, elle n'est pas partout. Donc à Paris, on l'a, dans les grandes villes de plus en plus, etc. Mais quand même, à la base, il faut la motivation politique. Il faut que les maires se saisissent des sujets, aient envie de faire des aménagements, acceptent de réduire la place de la voiture. Parce qu'à un moment, les façades, on ne peut pas les pousser, et donc il faut accepter ça. Alors une fois qu'on l'a accepté, effectivement, c'est pas pour ça, et qu'on met du budget, et qu'on met des effectifs en RH dans les services, c'est pas pour ça qu'on va forcément y arriver. Alors à Paris, c'est vrai, il faut savoir qu'on a de très nombreuses voies, et notamment les grands axes en particulier, qui sont sous la compétence de la préfecture de police. C'est l'histoire, Paris est administré en partie par l'État, c'est l'histoire de la commune de Paris. Aujourd'hui, il faut savoir que le préfet de police, il siège au Conseil de Paris, alors qu'il n'est pas élu. C'est vraiment une particularité historique. Voilà. Et donc pourquoi, alors au-delà de l'histoire, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'effectivement, on a beaucoup d'ambassades, de ministères, de convois importants, diplomatiques, etc. Et donc la préfecture de police, l'État, veut garder la main sur la fluidité qu'elle peut déclencher ou pas sur un axe en cas de besoin. Et donc, dans les grands axes, et notamment Sébastopol, c'est le cas, la préfecture doit avaliser tous les aménagements qu'on veut faire. Et typiquement, dans la solution qu'on aimerait améliorer pour Sébastopol, notre solution, les plans sont déjà dessinés, et je fais un coucou à mes collègues de la préfecture de police, s'ils nous écoutent en replay ou en direct, il va falloir leur accord. Et notre plan, c'est de supprimer une voie de circulation en plus, de façon à dissocier les deux sens de circulation vélo. On aura la piste actuelle qui sera dans un seul sens, et on crée une autre piste en miroir de l'autre côté. Et là, on résout à la fois le problème de surcharge pour les vélos, le côté un peu illisible pour les piétons, parce qu'ils n'auront pas deux fleux traversés d'un coup, mais il faut supprimer une file de circulation. Et donc là, il nous faut l'accord de la préfecture de police. Ils n'ont pas dit non encore, mais ils sont en train d'étudier le sujet. Ça serait pour quand, ça, dans l'idée? Il y a une deadline déjà, en pleine... Alors, la préfecture n'a pas de délai pour rendre son avis. Ah, donc c'est quand elle veut? Elle peut attendre même un an? Enfin, il y a quand même des règles, peut-être? On a des bonnes relations, on a des bonnes relations de travail, il n'y a pas de problème. Après, ils ont leurs priorités, par exemple, jusqu'au JO, on peut comprendre que les JO, ils occupaient à 100% et qu'ils n'avaient pas le temps de faire des dossiers. Ils ont d'autres priorités. On fait aussi beaucoup de projets d'aménagement, donc ils en ont beaucoup à ingurgiter. Ils sont attentifs, et c'est normal, à l'effet cumulé de tous les aménagements. Ils sont attentifs à ne pas donner un accord sur un aménagement, et au moment où ils cliquent sur le bouton OK, il y a un autre dossier qui arrive et qui finalement impacte aussi les flux à côté. Voilà. Je comprends cette démarche, et c'est leur boulot d'avoir cette démarche-là. Le résultat est que parfois, même s'ils sont améliorés, ça a bloqué des projets.
Ok. Moi, par exemple, dans mon arrondissement, il y a des projets qui n'ont pas pu voir le jour alors qu'ils étaient prêts et dans des endroits accidentogènes. Je pense notamment à la rue de la Coutellerie, qui est pas loin de la rue de Rivoli, ou alors sur la rue de la Cité, qui est la rue qui traverse en sud-nord l'île de la Cité, okay. Qui passe devant la préfecture de police. Voilà. Et là, on avait un aménagement très sécurisé qui n'a pas été accepté. Et à l'inverse, ils ont accepté celui sur la rue derrière, bord du Palais. Donc c'est des compromis. C'est vrai que ça peut freiner. Ça arrive. Je voulais parler aussi d'un deuxième grand sujet. On a parlé beaucoup aménagement. On a aussi légèrement évoqué la cohabitation entre cyclistes, automobilistes et piétons. Aujourd'hui, on arrive quand même dans un climat, je trouve, d'hypertension sur les pistes cyclables. C'est quoi les principaux facteurs aujourd'hui qui alimentent les tensions? Est-ce qu'il y en avait autant avant? Je pense à toi, Gonzague, qui est cycliste depuis 15 ans. Est-ce que t'as vu un avant-après? C'est quoi qui alimente tout ça aujourd'hui, selon toi? Alors déjà, il y a largement plus de cyclistes qui utilisent l'infrastructure. Déjà, il y a plus d'infrastructures qu'avant. Et il y a aussi beaucoup plus de cyclistes que quand j'ai commencé à faire du vélo à Paris il y a 16 ans. Oui. Tout le monde me regardait un peu comme un alien. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors, il y a eu l'avènement de Vélib, il y a eu les grèves, il y a eu le Covid qui ont largement propulsé les mobilités douces. Donc, c'est très bien. La trottinette, il n'y a pas que le vélo. Moi, j'ai constaté plusieurs choses. Alors, je crois qu'il y a une sorte de gain de tension dans la société en général qui n'est pas toujours facile, qui se reproduit dans la rue. Il y a donc cette densité d'utilisateurs, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, donc forcément, il y a aussi, c'est comme avec la voiture, une tension parce que chacun veut sa place, on est dans une ville qui est très peuplée. Et le fait que ça soit très peuplé, ça fait qu'il y a de la tension sur le logement, de la tension sur le transport, de la tension sur le travail. Et tout ça, parfois, malheureusement, ça déborde un petit peu, ça rend énervé. Alors que quand tu es dans une ville où il y a quasiment personne, tu peux pas te prendre la tête. Il y a personne avec qui te prendre la tête. Mais il y a comme des accidents d'ailleurs. Mais il y a quand même des accidents. En milieu rural, et voilà, exactement. La plupart sont en milieu rural d'ailleurs. Exactement, la plupart. Comme quoi, il manque beaucoup d'infra dans les ruraux, on le sait. Voilà, il y a quand même cette tension. Tu vois, jusqu'à il y a longtemps. Et attention, ça n'est pas quelque chose en faveur du casque, mais je ne portais pas de casque à vélo. Maintenant, on est tellement nombreux que je me pose la question parce que la mobilité ne marche pas pareil. Et aussi, il y a beaucoup plus de gens avec des vélos à assistance électrique, donc qui vont plus facilement vite sans faire d'efforts qu'avant, quand on était tous en vélo musculaire. C'est pas la même dynamique, je trouve. Toi, Eltis, comment tu perçois ces tensions sur le terrain? T'es tout le temps en vélo, donc... T'es au cœur du truc, quoi, tu vois. Et je te suis, je regarde beaucoup, tes tweets, etc. Je vois parfois la sauce, elle monte, ça peut y avoir des... Voilà, c'est tendu, quoi. Comment tu perçois le truc? Comment tu vis le truc aussi, tu vois? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai un point de vue qui partage pas vraiment ton point de vue, mais ça fait plaisir, les gars. Parce que je me permets, mais Altis est d'un calme olympien, que j'aime beaucoup, et aussi argumente énormément tout ce qu'il dit. Donc ça fait la qualité de sa chaîne YouTube. En fait, ce qui est intéressant, c'est que comme tu le disais, le nombre d'usagers qui augmente. Je pense effectivement qu'on va avoir de plus en plus de témoignages, en fait. De mon point de vue, c'est ça. On va avoir plus de témoignages. Aujourd'hui aussi, les médias s'intéressent plus à cette mobilité, qui est vraiment considérée. Aujourd'hui, il y a une bascule qui est en train d'être faite. C'est considéré comme un vrai mode de transport. Le vélo, c'est plus un loisir, c'est plus un truc de bobo. C'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser pour aller de son domicile. Non, mais c'est quelque chose d'utile. C'est quelque chose vraiment qu'on va utiliser. On le voit vraiment comme un mode de transport. Voilà, c'est ça le truc qui est important. Et au-delà de ça, moi, sur tous les trajets que j'ai faits, ça m'est arrivé extrêmement rarement de tomber sur des cas qui sont difficiles, c'est-à-dire des personnes qui sont violentes. Il y a aussi ça, et il y a une amélioration de mon point de vue qui est faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai moins de problèmes qu'avant. Aujourd'hui, j'ai moins de dangers qu'avant parce qu'il y a des aménagements cyclables. Et à contrario de toi, le vélo à assistance électrique, moi, m'a fait rouler moins vite. Parce qu'avec mon vélo de route, je roulais beaucoup plus vite. Et là, avec mon vélo assistance électrique, je suis limité à 25. Et ça m'a fait vraiment diminuer ma vitesse, parce que maintenant, j'utilise beaucoup plus ce vélo assistance électrique. Tu roulais à combien avant? Parce que tout le monde ne roule pas à 70 non plus. Non, d'ailleurs, là, ça m'est encore arrivé. Tu vois, hier, je suis allé dans le sud de Paris, et j'y suis allé avec mon vélo route, et je faisais du 40 quand sur la descente. C'est limité à 30 maintenant à Paris. Non, c'est 50. Sur les axes 50. Après, je suis le flux motorisé. C'est juste sur mon Strava, j'ai vu que c'était à 40, c'est bizarre. Je suis le flux motorisé, j'ai pas de GPS sur mon vélo. Mais oui, voilà, donc avec ce vélo-là, tu vas aller beaucoup plus vite avec un vélo route, avec un vélo assistance électrique. T'es bridé par le poids du vélo, par le moteur. Donc après,
mécaniquement, tu peux le forcer, mais bon, ils sont pas faits pour. Et puis, bref. En tout cas, par rapport à ces points-là, moi, j'ai la sensation que c'est moins dangereux parce que mon facteur d'accident à moi, c'était la vitesse. À chaque fois que j'ai eu des cas où j'ai eu des accidents, c'est qu'on m'a coupé la route et que je n'ai pas pu suffisamment en amont anticiper. Voilà. Comment dire, j'étais pas dans ma faute, mais il a fallu du temps avant que je fasse ce travail d'introspection, de me dire, mais attends, si tu avais roulé moins vite, si tu avais réussi à mieux anticiper, tu n'aurais pas eu ces accidents. Alors, c'est pas l'idéal. Les conducteurs n'auraient pas à couper des lignes blanches, les conducteurs n'auraient pas à couper des priorités, évidemment, mais les aménagements et la vitesse, moi, m'ont permis de rouler plus en sécurité aujourd'hui. Moi, c'était plus sur l'interaction avec d'autres utilisateurs qui ne sont pas forcément des gens qui ont beaucoup d'expérience à vélo. Alors, on peut avoir conduit un vélo pendant 20 ans et conduire comme une merde, hein, ça c'est comme une voiture. Mais en l'occurrence, ça met des vélos assez puissants quand même, les DOT, les Lime, tous les vélos en libre service, ils ont des accélérations assez phénoménales dans les mains de gens qui ne font jamais de vélo et donc qui ne sont peut-être pas très attentifs et qui n'ont pas tous les réflexes qu'on a pu développer, qui malheureusement ne protègent pas de tout. Hein. Les réflexes, ça n'empêche pas une surprise bonne ou mauvaise, d'être inattentif, de n'être pas assez visible parce que tout le monde n'est pas bien équipé, etc. C'est vrai, il y a des codes qu'ils connaissent pas, comme le mettre la main. Mettre la main, c'est pas évident. Si t'as pas l'habitude et même sur un vélo électrique, tu vois, mettre la main, t'es en train de te faire propulser par un tracteur. Ou le placement sur la chaussée, ce genre de choses, effectivement. Comme il faut dire quand même, c'est Florent, tu voulais réagir, ouais. Non, juste, je partage, ce débat est hyper intéressant. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que dans les faits, c'est qu'on a en 10 ans moitié moins d'accidents graves ou mortels à Paris. Ça se voit pas, parce que je pense on fait un micro-trottoir, on demande aux gens, à votre avis, il y a plus d'insécurité routière aujourd'hui? Ah bah oui. On se l'a dit, c'est comme pour la sécurité en général. Je passe sur ce sujet. Mais quand on regarde les faits, les accidents graves ou mortels à Paris, on a divisé par 2 en 10 ans. En fait, cette courbe, elle est incroyable. C'est énorme. On va dans la bonne direction, quoi, c'est ça. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a réduit les vitesses, parce qu'on a réduit le volume de trafic, parce qu'on a fait des aménagements. Et en fait, c'est aussi les automobilistes qui en bénéficient. Parce que sur la route, il n'y a pas que les vélos qui se font tuer. Il y a beaucoup d'accidents entre deux automobilistes, entre un motard et un automobiliste, où ce sont eux les victimes. Donc, réduire les vitesses, certes, ça protège d'abord les usagers vulnérables, les piétons, les cyclistes, ça protège aussi les automobilistes et motards en cas d'accident. Et tu parlais, là, tu dis un truc intéressant, les personnes vulnérables, les piétons. Moi, ça fait 6 ans que je suis cycliste à Paris, je suis aussi avant tout piéton. Le truc, j'ai une problématique, c'est qu'aujourd'hui, en tant que piéton à Paris, j'ai peur des cyclistes. Est-ce que c'est normal, tu vois, d'en arriver là, tu vois? C'est-à-dire que non, c'est pas normal. J'en arrive il y a des infras, certes, mais après, il faut pas généraliser. Et moi, j'ai un peu mon dicton il y a 10% à chaque fois d'usagers qui font de la merde, d'automobilistes, de cyclistes et de piétons. On a tendance à généraliser. Et tu vois, alors, tout n'est pas parfait aussi chez les cyclistes. Je le vois sur les routes. Et en tant que piéton, j'en arrive à avoir peur, tu vois, sur certaines passages. C'est pas normal, tu vois. Il faut protéger aussi les piétons, tu vois. En fait, est-ce que à la base, t'avais pas déjà peur des voitures? Parce que, je trouve détestable, évidemment, les cyclistes qui ne respectent pas les piétons, les autres cyclistes et les autres usagers de la route. Hein, vraiment, soyons tous honnêtes. Et, en fait, c'est du bon sens, c'est du civisme qui manque. Mais est-ce qu'avant, on n'avait pas déjà peur des voitures? Enfin, quand tu regardes n'importe quelle vidéo faite par Altis ou par sans vidéo, tu te mets à un passage piéton, regarde si les voitures laissent passer les gens. J'allais rebondir sur Rivoli. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves ça, finalement... Pourquoi il y a des piétons qui traversent Rivoli comme ça, en plein milieu, à l'arrache, partout? Avant, c'est une situation qui n'existe pas parmi le trafic motorisé. Est-ce qu'ils sont traumatisés par les cyclistes? Ou est-ce que justement, parce qu'on a apaisé cette rue, ils se sentent plus tranquilles de pouvoir se balader sur cette rue qui pourrait, à la limite, sur certains endroits, redevenir complètement piétonne? Donc il y a aussi ce point de vue-là qui est différent. Il n'y a pas la même sensation de danger. Une voiture, tu y vas, tu peux pas l'arrêter avec une main, ça tape, c'est un gros bobo. Voilà. Un cycliste, si tu y vas, tu sais que tu vas pouvoir l'arrêter, il n'y aura pas de problème. Et puis si ça tape, ça va être... Ça va être un bleu ou ça va... Enfin, il n'y aura pas un mort. Une personne qui arrive à 25 km/h, le poids de la personne qui arrive sur toi en tant que piéton... Bien sûr. Il peut y avoir d'accidents graves, ça arrive. Il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a vraiment une grosse différence sur la peur. Ce qui est important, en fait, moi je fais économie de formation et ça me fait penser à ce qu'on appelle les préférences déclarées vs les préférences révélées. Donc si on demande aux gens, à votre avis, c'est quoi le plus dangereux à Paris? C'est les vélos. Après, on regarde leur comportement et on va se rendre compte que traverser une route comme s'ils le font pas, par contre, traverser une piste cyclable sur leur téléphone, ils vont le faire. Ça, c'est une préférence révélée. Ça veut dire qu'en fait, en vrai, dans leur comportement, ils n'ont pas si peur que ça. Ouais, c'est vrai que si tu regardes Sébastopol,
les piétons vont traverser l'aménagement cyclable, mais la chaussée, ils n'oseront pas. Bien sûr, mais ça n'excuse absolument pas les infractions, les incivilités. Bien sûr. Et pour moi, en fait, le nœud du problème, c'est qu'à vélo, on a l'impression d'être piéton. Tellement on est dans la rue sans habitacle, sans rien. Et quand on est un piéton à Paris, on fait quoi? On traverse n'importe où, on respecte pas les petits bonhommes verts. Et ben quand on est à vélo parisien, on est parisien avant d'être cycliste, hein, et ben on fait pareil. Mais on devrait pas. Parce qu'en fait, quand on est à vélo, précisément, on est plus dangereux que quand on est à piéton pour des piétons. Quand on est piéton, voilà. Donc du coup, on doit pas se laisser aller à cette impression qu'on est hyper agile, etc. Et du coup, comment faire respecter les règles? Et tu vois, est-ce que c'est pas mission impossible? Est-ce qu'on est dans une impasse? Il y aura toujours des incivilités? Ou comment peut-être mieux faire respecter les règles dans un environnement où il y a plusieurs usagers, une cohabitation? D'abord, il faut des bons aménagements. On l'a dit, il y a des exemples qu'on a vu tout à l'heure qui sont dysfonctionnels parce que mal pensés, mal conçus à une époque où c'était pas encore les bonnes normes. Aujourd'hui, on fait mieux. Et avec l'aménagement, on peut quand même réduire beaucoup de problèmes en s'assurant que la visibilité est bonne, que les feux sont clairs, que les régimes de priorité le sont également, etc. Ensuite, il faut de la pédagogie. Il faut apprendre aux enfants dans les écoles à faire du vélo. Ouais. Et on le fait à Paris, enfin dans les grandes villes, mais c'est vrai que par exemple c'est au programme de l'éducation nationale, savoir rouler à vélo, ce qui est super, mais par contre il n'y a pas de prof attitré. Donc en gros c'est aux collectivités de se débrouiller pour venir organiser les cours avec des assos qui veulent bien, etc. Donc ça qu'il y a un sujet, pour les adultes aussi d'ailleurs, hein, qui commencent à faire du vélo, et puis après il y a la répression, moi j'ai aucun problème avec ça. La police municipale et la police nationale, si elle veut, ils ont vocation à verbaliser, à contrôler, y compris les cyclistes. En contrôlant les bonnes choses. Je pense que contrôler une oreillette, c'est interdit, hein, l'oreillette. Ah ouais, non, mais ça, c'est moi, ça me fume. Hein, ça, de voir des gens avec des écouteurs et tout. C'est interdit l'oreillette, et ça peut être dangereux d'ailleurs à certains égards. Il y a beaucoup de pays qui interdisent pas, donc on peut se questionner, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que mais ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement de verbaliser des cyclistes qui vont griller des feux rouges au moment où un piéton s'engage et qui manque de le renverser. Celui-là, il faut le choper. Il faut le verbaliser. Parce que il y a pas d'excuse à faire ça, en fait. Mais il ne faut pas non plus laisser entendre qu'il faudrait se concentrer que sur les vélos, parce que si on regarde les stats, encore une fois, les piétons qui meurent à Paris, ils meurent beaucoup sur les trottoirs, sur les traversées piétonnes, écrasés par des poids lourds ou des véhicules motorisés. C'est ça la réalité. On ne peut pas faire fi non plus de cette réalité en se basant que sur un sentiment. Une ville sans voiture, c'est possible ou pas? Quand je dis sans voiture, il en faut pour les services d'urgence, les services de livraison, pour les personnes, etc. Mais c'est possible, Paris peut être une ville... un jour sans voiture ou pas? Bon, un jour peut-être, parce que la technologie avance et qu'on peut imaginer d'autres modes de transport, mais moi je pense, en tout cas aujourd'hui, même d'ici 2030, je pense que c'est pas souhaitable. Je sais pas si ça peut l'être. Okay. Pourtant, moi je suis un élu très écologiste, vélo et tout. Je pense que c'est pas souhaitable. La voiture est un mode de transport qui a un domaine de pertinence. Par contre, le domaine de pertinence, il est sans doute beaucoup plus restreint que la réalité des usages actuels. Moi, mon enjeu, c'est pas qu'il y ait plus de taxi, plus de Uber, plus de mamie qui a du mal à marcher et les transports en commun ne sont pas accessibles, donc bien sûr qu'elle prend sa voiture. J'allais même dire, mon enjeu n'est pas d'être intrusif dans la vie privée des gens, de me dire attention, tu viens de quel endroit, pourquoi tu prends ta voiture et pas le RER? Ça, moi, ça m'intéresse pas. Par contre, manifestement, il y a encore une facilité, quoi qu'on puisse en entendre dans les micro-trottoirs, il y a une facilité à prendre la voiture, même à Paris, puisqu'il y a des gens qui prennent la voiture pour faire 500 mètres, 1 km, 2 km. C'est terrible. C'est que manifestement, c'est encore trop facile. Moi, j'aimerais que sur nos routes à Paris, il n'y ait que les gens qui aient vraiment un motif, j'allais dire, utile, impérieux, d'être en voiture. Et ces gens-là, du coup, ils circuleront de façon fluide. Voilà. Mais je pense pas qu'il faille atteindre les flux pour des usages, des besoins. Mais moi, je ne crois pas, en tout cas d'ici 2030, je crois pas aux zéro voitures. Et en plus, voilà, je crois pas que ce soit souhaitable. Je pense que la voiture a une utilité. C'est moins de voitures personnelles. Exactement. Et parce que c'est ou faire évoluer le mode. Ouais. Alors, simplement. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de voitures plus petites. C'est ça. Par exemple, le Twizy, l'Ami, etc. C'est quand même des véhicules qui ont beaucoup moins de place. C'est super pour la ville, ça. Ils sont beaucoup plus rationnels. C'est ça, des modes qui sont plus adaptés, en fait. Quand tu circules à pied, à vélo ou en voiture dans Paris, regarde dans les autres voitures le nombre de gens qui sont seuls. Mais je me fais la remarque. 9 sur 10. Une folie. Une folie. Et donc 5 mètres de métal qu'il faut garer en plus après, ce qui crée un autre problème. Et qui coûte extrêmement cher aussi. Ça fait partie du côté qui rend un peu fou. C'est-à-dire, tu te dis, putain, on a touché ma voiture à 50 000. Oh, fuck. Et en fait, le piège de la voiture, qui est horrible, c'est que la voiture, ça fait rêver beaucoup de gens. Moi-même, je suis féru de voiture. Je suis allé au Mondial de l'automobile, j'adore ça. Mais ça coûte extrêmement cher chaque mois. Donc ça participe à ce truc aussi de putain, t'as touché ma voiture. Je paye le parking, l'essence, l'assurance, le machin. Là, si j'ai un problème avec l'assurance, ça va être un enfer. Il va falloir s'arrêter, faire un constat. Ça participe à ce truc qui rend fou. Donc effectivement, des véhicules qui sont plus petits, moins chers, moins précieux, parce que c'est vrai que je suis hyper pragmatique pour ça, mais c'est un mode de transport. Il faut juste trouver une solution qui est la plus adaptée pour se déplacer. Si t'es tout seul, un mode qui te permet de déplacer. Chez mes parents, on a un Twizy.
mes parents vivent dans une petite ville du Pas-de-Calais. On s'en sert pour faire les petites courses, les petits trajets. On sort jamais la grosse voiture pour aller chercher un truc qui est à 3 à 4 km. On se sert de ce petit véhicule, c'est génial. Ces véhicules ont vraiment de l'avenir, mais ils sont peu développés en France. C'est au Japon, qui représente environ un tiers de la flotte. Les K-Cars, ce qu'on appelle ça. Hein. Et ça correspond un peu à l'équivalent de... Enfin, voilà. C'est un chercheur qui s'appelle Aurélien Bigot, qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, et qui est passionnant, parce que c'est vrai que là, pour le coup, il y a un vrai domaine de pertinence qui n'est pas exploré. Ça commence tout juste. Mais il y a un autre sujet au Japon, c'est qu'aussi, pour avoir un véhicule personnel, il faut avoir une place personnelle. C'est sévère. C'est aussi pour ça que les véhicules se sont réduits au fur et à mesure, je pense, parce que il faut que tu aies ta place de parking pour avoir ton véhicule. Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour orienter ce type de véhicule. Et c'est intéressant, là on parle de villes un peu étrangères, comment ça fonctionne ailleurs. Du coup, j'ai envie d'aborder le sujet de comment ça fonctionne ailleurs dans les autres villes françaises ou même dans les autres villes européenne. Toi, je sais que Altis, tu sillonnes quand même pas mal de villes en France depuis quelques temps, tu fais des vidéos dessus, etc. Comment tu perçois du coup les infracyclables en France par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Il y a forcément des disparités, etc. Et juste après, du coup, on va partir sur un cas pratique qui est Grenoble. Donc, je te laisse rapidement répondre à cette question pour ensuite vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que chaque ville a sa propre approche de la mobilité, ce qui est aussi intéressant de voir historiquement leur place et comment elles se sont développées. Par exemple, dernièrement, je suis allé à Nantes où ils ont fait du centre quelque chose de complètement piétonnier. Donc là, c'est vraiment très particulier. Il y a de la gare à l'hypercentre, par exemple, on va croiser aucun véhicule motorisé, ce qui peut être vraiment perturbant quand on vient de Paris. Bizarre, quoi. Quand j'arrive à une gare à Paris et que je sors, il y a des véhicules partout. Et puis même partout en France, dès qu'on sort d'une gare, généralement, tu as le dépose minute qui est juste en face, etc. Donc là, c'est vraiment très particulier. Et je pense que chaque ville doit aussi adapter progressivement leur urbanisme. On peut pas avoir quelque chose qu'on va copier-coller. C'est vraiment, il faut adapter à l'usage, il faut adapter aux besoins, et il faut adapter à l'urbanisme. S'il y a des petites rues, voir comment on peut les piétoniser. S'il y a des gros boulevards, voir comment on peut séparer la circulation. Vraiment penser par rapport à ça pour accompagner les modes. Et après, effectivement, voir comment on peut faire pour faire changer les modes. Mais ça, c'est une strate au-dessus, c'est au niveau de l'État, au niveau des collectivités, de faire pression pour que les constructeurs adaptent leurs modes. Bon, je sais que tu es allé à Grenoble. On va utiliser un peu ce cas pratique parce que du coup, tu as mis en place un barème de notation pour du coup de noter la cyclabilité des villes. Grenoble, c'est pour le moment la ville qui a eu la meilleure des notes. On va tout de suite voir à l'image des photos et des vidéos. Là, on est sur ce que tu appelles un silo à vélo. Directement à la gare, il y a 500 places dedans. Déjà, ça pose le décor un peu. Tu vois, t'arrives à Grenoble, t'as ça, quoi. Tu te dis, on est sur un rapport des choses qui est un peu différent, non? C'est ça. Alors ça arrive maintenant dans plus en plusieurs villes. À Paris, par exemple, il y en a un qui est arrivé à Gare du Nord. Il y a plus de 1000 places, avec 1200 places. Là, il y a à Nantes, il y en avait 700 places à côté de la gare. Et donc ça, c'est vraiment indispensable pour permettre ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire que quand on va utiliser son vélo comme mode de transport, de pouvoir le stationner quelque part et ensuite prendre le train. Parce que, de mon point de vue, c'est pas scalable de prendre le vélo dans le train avec soi. Il faut le laisser quelque part et il faut pouvoir le laisser en sécurité pour utiliser un autre mode. Et c'est aussi ça l'avantage du vélo, c'est de pouvoir faire un trajet avec différents modes. Deuxième chose intéressante que j'ai vue, c'est tout ce qui est atelier de réparation et distributeur de matériel. Au lieu d'avoir des sodas ou des trucs à bouffer, là on a, je sais pas, des chambres à air ou du lubrifiant pour transmission, ça. Tu vois, c'est quand même c'est un beau signal, quoi. Ouais, complètement. Là, c'est juste à côté de la gare et derrière, on le voit pas, mais il y a l'atelier pour poser le vélo et pouvoir réparer le vélo, regonfler un pneu qui a crevé. Là, vraiment, c'est des pièces pour la maintenance de tous les jours. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très bien et qui sont pour accompagner le cycliste, le service du cycliste et rajouter, par exemple, des pompes à vélo dans la rue, à des endroits stratégiques et des distributeurs de pièces comme ici pour aider pour les petites pannes. On pourrait avoir ça à Paris, non? Des petits distributeurs comme ça. Ça existe, hein. Ça existe. Ouais, à Gare du Nord, justement. Gare du Nord. Je sais que Gare du Nord, dans le parking, t'en as. Je veux pas qu'on laisse entendre que c'est grâce à ça que Grenoble est à top. J'entends. Alors. Parce que si Grenoble, je crois que c'est la ville qui a la plus grande part modèle de vélo en France ou la deuxième, dans le top 3. Mais c'est des petits détails, tu vois, qui font la différence, je trouve. Oui, mais c'est pas ça qui crée l'usage. Ça, c'est en réaction. Évidemment. Puisqu'il y a plein d'usagers, il y a un marché, il y a des besoins. Bien sûr. Ce qui crée, c'est l'aménagement. C'est ça, bien sûr. Et Grenoble, c'est leur play. Ils sont très bons. Et c'est aussi pour ça que dans la notation, il y a le réseau cyclable qui prend une grande place et la signalisation. Ce que j'appelle signalisation, c'est comment on va indiquer les aménagements. Donc, il y a vraiment. En fait, mon barème fait 10 points. Oui, j'ai vu. Chaque point est noté sur 2. Et par rapport à tous ces éléments-là, qu'on met les uns à la suite des autres, on arrive à une notation sur 20. Mais c'est pour ça que... Enfin, c'est pas un point qui va faire ce barème de notation, c'est l'ensemble de ces éléments. Et je me suis aussi basé sur
le baromètre cyclable, qui est créé par la FUB, une association cycliste, et qui m'a aussi inspiré cette idée. Il y a beaucoup de points sur lesquels j'ai repris leur idée en développant les miens et en l'adaptant, parce que moi aussi, je veux aussi parler de la mobilité des piétons, qui est extrêmement important, la place des transports en commun. Donc c'est ces éléments-là aussi que j'ai apportés en plus du vélo. Donc c'est tout ça finalement que je parle dans le sujet. Je parlais du réseau cyclable, celui de Grenoble, il s'appelle Chrono Vélo. Donc c'est assez rigolo, il y a des pancartes notamment pour te dire aussi les futurs aménagements qui vont arriver. Donc il y a une forme aussi, je trouve, intéressante de sensibilisation à ce qui va arriver plus tard. Et tu te dis aux gens que en fait, il y a des nouveaux aménagements cyclables qui arrivent, c'est quand même intéressant, je trouve, tu vois, c'est vrai qu'à Paris, on n'a pas de ligne. Tu connais pas tous les projets qui arrivent. Enfin, si ça existe, t'as des espèces de petits panneaux tout petits jaunes que les gens comprennent pas ou ne voient pas. Grenoble est très bon sur la signalétique. Il y a une vraie identité visuelle, avec même des marquages au sol de couleurs très typiques. Et Lyon s'y met un peu aussi avec ses voies lyonnaises là. C'est ça, tout à fait. Paris, c'est vrai qu'on n'est pas encore sur ça, mais je pense que ça devrait arriver. Enfin, ça va arriver. J'ai pas fait d'annonce là, mais je pense que c'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille. Il y a des associations qui l'ont fait. Voilà, il y a eu un balisage associatif. Tout à fait. Qui est resté très longtemps, en bon état. C'était assez impressionnant, la durée de très bonne qualité de carton. On voit la notation aussi là. C'est ça, ça c'est tout à fait ça, c'est le baromètre cyclable de la FUB. Ce que tu as vu aussi à Grenoble, c'est des choses qu'on voit peut-être pas beaucoup à Paris, c'est des enfants sur les pistes cyclables. Je sais pas s'il y en a qui ont des enfants ici. Est-ce que ça vous passe? Ça, c'est un très bon indicateur. Voilà, ça vous donnerait l'idée de dire, vas-y, viens, on va prendre le boulevard Sébastopol avec mon gosse. C'est compliqué aujourd'hui. Et toi, je sais que tu as vu en vidéo avec du coup des Grenoblois. Voilà, il y a des enfants qui sont sur les pistes. Il y a un vrai partage de l'espace. Avec tous les âges, quoi. C'est quand même beau, je trouve, d'une certaine manière. Tout à fait. Et puis, comme tu dis, c'est vraiment le signal qui est envoyé pour un bon aménagement cyclable. Si on y met son enfant, c'est qu'on se sent en sécurité et que ça permet aussi de permettre à l'enfant peut-être d'aller à l'école et de gagner en autonomie. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont extrêmement importants. Ça évite d'avoir à accompagner en voiture l'enfant à l'école, par exemple. Donc, c'est un danger de moins pour les autres et c'est de la sécurité en plus pour son enfant. Donc c'est vraiment que du positif. Pour moi, il y a deux seuils comme ça visuels qui sont hyper intéressants comme indicateurs de succès de la politique cyclable. C'est d'abord, est-ce que les gens mettent leur enfant sur un siège arrière sur le vélo ou dans un cargo? Et ça, à Paris, on atteint ce seuil. Il y a un nombre incroyable le matin à l'heure d'école de vélo cargo, de gens qui ont des fois 2-3 enfants derrière, etc. Ça, on l'a atteint. Contre, je suis d'accord, on n'a pas encore atteint le côté enfant tout seul ou même enfant avec parents, à part le week-end, dans les zones piétonnisées pour le dimanche, etc. On va y arriver, et on fait tout pour. Nous, l'idée, c'est tant que nos aménagements soient conçus à hauteur d'enfant. C'est ça un peu la doctrine, mais une fois qu'on l'a dit, il faut le faire. Et c'est pas évident quand on déploie toutes les contraintes techniques. Et c'est vrai que là-dedans, par exemple sur Sébastopol, je suis d'accord, vu la densité de l'usage en l'état actuel de l'aménagement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup parents qui mettraient leur enfant demain. Dans notre aménagement dédoublé, si on arrive à le faire, ça serait peut-être beaucoup différent. Là, ça serait plus équilibré, voilà. Etc. Je sais qu'aussi le partage avec les piétons, le partage d'aménagement avec les piétons sur ce pont-là. Alors, tout n'était pas parfait derrière, mais l'exemple était intéressant, avec vraiment, tu vois, un espace délimité, un trottoir, etc. Avec les piétons. Sur les ponts, souvent les ponts, je trouve ça un peu problématique parfois pour traverser des ponts. Ça, c'est vrai que ça fait partie aussi de la notation. C'est ce que j'appelle le relief. C'est les impacts que vont avoir le relief sur la cyclabilité ou sur la manière de se déplacer. Généralement, un des problèmes, la plupart des villes sont traversé par un cours d'eau, et donc il faut pouvoir permettre au cycle, aux piétons de traverser ce cours d'eau et de créer des aménagements pour éviter un point noir à cet endroit-là, un point qui peut être dangereux. À Paris, ces dernières années, par exemple, c'est beaucoup amélioré, même si c'était une catastrophe il y a quelques années encore, avec beaucoup de ponts qui n'étaient pas aménagés. Je vois moi avec ma compagne, où je l'avais accompagnée au travail pour essayer de trouver un itinéraire. Il a fallu qu'on teste plusieurs ponts avant de se dire, ok, c'est celui-là qu'on va prendre, parce que ça va te garantir plus de sécurité, parce que la Concorde, c'était pas idéal à un moment donné, maintenant c'est un peu mieux. Et donc le Pont Neuf, d'ailleurs, s'est amélioré il y a quelques années. Donc il y a vraiment un point qui est important, c'est ça, éviter les points noirs, permettre à chaque fois de se déplacer partout. À Paris, il y a les ponts, il y a les places, il y a les portes. Souvent, c'est les 3 points noirs. C'est ça. Les ponts, ils sont en nombre fini et des séparateurs physiques. On a bien avancé, il reste encore, mais on a bien avancé. Les places qui font le tour du périph', elles sont pour moi hyper importantes, parce qu'en fait, c'est aussi ça qui va permettre aux banlieuisards de venir à Paris en vélo, et ils le font très largement. Le premier banlieusard. Et les ports de Paris, le périphérique, représente un mur. Et puis les places. Toi, Gonzague, tu passes par des portes, des ponts, des places aussi un peu? Non, mais alors moi, je passe. Mes bureaux ont changé d'endroit, mais avant, je descendais tous les jours via Lafayette, Rouge, etc., donc près de la gare du Nord.
Je me faisais flasher par le radar de la rue de Maubeuge. Belle descente. Et c'était un itinéraire qui était très peu protégé. D'ailleurs, mon itinéraire actuel, qui consiste beaucoup à descendre la rue de Belleville, n'est pas extrêmement protégé, sauf quand tu arrives sur République. À partir de là, ça se déroule assez chez moi, c'est pour ça. Bienvenue à Paris Centre. C'est vrai que si le maire du 19e peut continuer des efforts un peu plus forts, parce que par exemple, dans le 19e, il y a très très peu de routes avec la séparation du trafic, et toi, tu avais fait une vidéo rue de Crimée. J'habite le 19e, donc je vois de quoi tu parles. Tu avais fait une vidéo rue de Crimée qui est ahurissante, c'est-à-dire sur le bas de Crimée, où tu comprends qu'en vélo, là, tu es coincé parce que tu te fais coller par les camions qui arrivent à balle. Mais là, on arrive sur le même problème de transit, c'est-à-dire que les personnes vont d'une porte de Paris à une autre porte de Paris en utilisant Paris. Et en utilisant, en passant par le centre de Paris, tout à fait, au lieu d'utiliser le périphérique. Et donc là, ils utilisent la rue de Crimée. Et donc ça les saoule à un point pas possible quand il y a un cycliste qui va être dans la pente devant eux, qui peuvent pas dépasser et qui va se traîner à 15 km/h parce que le pauvre il est en train de peiner dans l'une des pires pentes de Paris, parce que la pente de Crimée c'est une horreur. Pour ceux qui savent, pour arriver à Place des Fêtes là, si t'as pas un vélo assistance électrique, il y a des années, moi justement j'avais une anecdote où c'était les débuts des vélos assistance électrique, et il y avait une femme qui était devant moi, et à vélo, tu vois, avec mon ego j'étais là, je vais essayer de la rattraper et tout. Et elle m'a tué. Mais donc, ces pentes-là, elles représentent vraiment un obstacle qui sont extrêmement importants. D'ailleurs, le vélo assistance électrique est super. Peut-être qu'on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, il y a ces problèmes on en reparlait justement des problèmes de rupture au niveau du périphérique. Et justement, j'avais interviewé aujourd'hui Maxime, un cycliste qui a été agressé. Tu en parlais. Par un scooter, enfin par le conducteur d'un scooter, et ça arrivait à une porte de Paris où il n'y a pas d'aménagement cyclable et où c'est un mort d'or, parce que pour la traverser, t'es obligé de passer par là. Et tu parlais des places, j'habite pas très loin de la place Danube, un enfer. Quand t'as piétons, voitures, personne ne respecte les priorités. En fait, t'es censé laisser les entrants arriver, et c'est eux qui ont la priorité. Tu t'assieds à un bar à cet endroit-là, t'as peur pour les gens. Toi, Altis, t'avais aussi du coup des choses, des points limitants. À Grenoble, tout n'était pas parfait. Il y a notamment une piste qui, c'est un moment, qui s'arrêtait un peu de nulle part, et tu te retrouvais face, du coup, en fait, à un sens interdit. Donc, tout n'était pas parfait non plus à Grenoble. Il y a encore une marge d'amélioration sur certains aménagements, certains pans de la ville. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que Grenoble n'est pas parfait non plus, quoi. Ça sert aussi à ça, les sujets que je fais, c'est pour montrer les belles choses qui sont réalisées par les villes, montrer les exemples, montrer l'encouragement finalement, ce qu'on peut faire, et aussi montrer ce qui reste à améliorer. Et là, par exemple, c'est vraiment le cas de figure où tu vas être roulé sur une bande cyclable, pas sécurisée. et moi, ça m'est arrivé la première fois que je suis passé par là. En fait, j'ai continué, quoi, parce que je me suis dit, ok, mais sauf que tu arrives sur une espèce de départementale avec des voitures en face, c'est pas même à Copenhague, rassurant. Même à Amsterdam, c'est pas parfait encore. Et même eux dépensent encore des sommes folles pour améliorer. Donc en fait, on n'a jamais fini. Il y a un truc un peu lunaire sur lequel t'es tombé, t'as un peu halluciné, c'est la piste bidirectionnelle au milieu de la chaussée. Alors ça, c'était pourtant un peu inédit. T'es là, alors à droite il y a des bagnoles, à gauche aussi. Je sais que dans la vidéo t'as dit je déteste, c'est pas du tout ma cam. Ils ont fait exactement la même chose à Nantes. Alors là, c'est pour répondre à une problématique très particulière, c'est qu'il y a des voies bus de chaque côté de la chaussée. Et donc un des problèmes avec les bus, c'est pour pouvoir récupérer et déposer du passager. Et ça va couper l'aménagement cyclable. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, quand ils ont réalisé l'aménagement, ils savaient pas faire. Ils savaient pas faire ce qu'on appelle aujourd'hui des plateformes déportées, ou des plateformes de bus qui sont spéciales et qui permettent justement de permettre aux cyclistes de passer derrière l'arrêt bus, et au bus de ne pas avoir à couper l'aménagement cyclable. Donc on voit ça, c'est peut-être des vestiges ou des choses qui sont pas encore parfaites. Et à Nantes, ils ont fait la même erreur. Ou un choix d'allocation spatiale, parce que si tu veux garder une voie bus de chaque côté, dans chaque sens, j'imagine, dans chaque sens de circulation, en fait, une bidirectionnelle, ça prend moins de place que deux unidirectionnelles. C'est ça. T'as pas de bordure, t'as deux fois moins de bordure, tu peux mutualiser un peu. Peut-être qu'ils ils ont pas voulu sacrifier une voie bus. C'est pas évident des fois les choix d'allocation, mais. On va aller voir d'autres exemples. Cette fois-ci, on va sortir des frontières françaises. On va parler forcément du giratoire hollandais, le rond-point hollandais, qui est une référence en la matière, avec une petite vidéo du Parisien qu'on va regarder ensemble juste maintenant. On peut la lancer. Sur ce type de rond-point, il y a 3 couronnes différentes et un accès par le centre. Là, c'est la place du tram, il a la priorité sur tout le monde. Et le cycliste, lui, pédale ici de façon totalement séparée des voitures et des piétons.
Si une voiture veut tourner, elle doit s'arrêter là, car elle n'est pas prioritaire sur le cycliste. Et cette petite zone entre les deux où personne ne circule sert à anticiper l'arrivée des cyclistes avec une bonne visibilité. Il n'y a pas de feu, pas de croisement avec les piétons, bref, le vélo ne s'arrête quasiment jamais. On voit que sur ce type de rond-point, il y a 3 couronnes différentes et un accès. Et d'ailleurs, il y a un problème sur l'illustration de la boucle parce qu'ils font tourner les cyclistes à l'envers. Hein, si tu regardes, c'est un peu emmerdant. Qui a déjà pris un giratoire hollandais comme ça? Toi, Gonzague, t'en as déjà pris en Hollande. Il y en a de plus en plus en France. C'est pas une exclusivité hollandaise. Derrière Montparnasse, 15 et 16e. C'est pas mal. Comment tu le vis pas encore complètement, mais presque. En fait, il y a l'infrastructure est là, et maintenant il faut faire changer les comportements, puisque malheureusement les voitures coupent encore beaucoup la route des gens qui ont la priorité. Donc tout n'est pas parfait, ça veut dire, même avec cette infrastructure. Mais comme on disait tout à l'heure, avec malheureusement le décès de Paul, c'est-à-dire que même quand l'infrastructure est pas mal, ça n'empêche pas certains comportements mauvais. Et donc, quelqu'un qui veut passer et te forcer le passage, tu vois, si on veut protéger les piétons, tu peux pas faire des barrières, il y a des pays qui font ça d'ailleurs, mais qui empêchent les voitures de passer. C'est la même chose. Là, il y a une piste qui est bien délimitée, il y a au sol quelque chose qui leur indique qu'ils n'ont pas la priorité, ils passent quand même. Il y a un comportement qu'il faut faire évoluer. Il faut avouer que l'aménagement est pas vraiment un rond-point à la hollandaise. Je te parle de la place de la Catalogne, c'est un fer à cheval. Donc il y a une double circulation, il y a une double circulation automobile qui est dedans. Donc on se rapproche pas exactement, de mon point de vue, des standards hollandais. Par exemple, à Rennes, ils ont un bon exemple d'aménagement à la hollandaise qu'ils ont réalisé, qui vraiment suit tous ces préceptes. Et tu veux répondre? C'est pas moi. Qui n'a pas éteint son portable en plein live? Je balance direct. C'est Arnaud. Arnaud, viens chercher ton téléphone. Je peux pas le mettre en mute. Ah, mais c'est le téléphone d'Arnaud. Ah, bah, les aléas du direct. Bravo, le responsable vidéo de Frandroid. Pas de soucis. Vas-y, Actu, je te laisse reprendre. Tu croyais que c'était le mien depuis tout à l'heure? C'est les mecs qui rejettent la faute. C'est ça, on est en train de se dire. À qui c'est ce bordel là? En plus, ça sonne depuis tout à l'heure, elle fait chier le monde. Du Arnaud, tu crachais comme on aime. Je te laisse reprendre. Sur les ronds-points à la hollandaise, mais bon, déjà, j'ai pu en tester aux Pays-Bas qui sont incroyables, et c'est aussi par la signalisation qui est extrêmement claire. Aux Pays-Bas, il y a une couleur d'enrobé partout. En France, on va avoir cette interruption, par exemple sur la place de la Catalogne, il n'y a pas d'enrobé sur l'aménagement cyclable. Visuellement, déjà, c'est bon. Il n'y a pas de continuité sur cet aménagement cyclable. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est hyper clair. Si c'est rouge, en voiture, t'y vas pas. Okay. C'est simple. Soit c'est un espace piétonnier qui va être partagé, soit t'as pas ta place, tu es là comme invité. Et donc c'est aussi ça qui est hyper clair. En France, on n'a pas encore cette approche de un aménagement de couleur, un usager. Il va falloir qu'on avance dans le sens où maintenant on a compris, ça y est, que le vélo est un mode de transport, et donc peut-être enfin leur faire des voies comme un mode de transport à part entière, comme un bus, comme un véhicule motorisé, comme un piéton, vraiment à avoir son propre espace. Ce qu'il faut dire, c'est que ces exemples importés des Pays-Bas, il faut pas forcément les copier-coller, mais il faut en inspirer beaucoup. Tout à fait, ils marchent. On ne va pas non plus réinventer la poudre. Le CEREMA, qui est l'Institut public de référence sur l'aménagement de voirie, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à quelques années, il était quand même un peu à la ramasse sur les prescriptions. Alors, la prescription dans un carrefour, c'était d'interrompre la piste cyclable avant le carrefour et de renvoyer les cyclistes dans la circulation générale pour qu'ils se débrouillent. Ce n'est pas possible, monsieur. C'était la prescription officielle jusqu'en 2018-2019. Enfin, c'est assez récent. Ouais. Et ils ont vraiment fait un gros travail de mise à jour qu'il faut saluer, parce que désormais, dans des petites communes qui n'ont pas forcément beaucoup d'ingénierie en interne, ils appliquent directement les recommandations nationales du CEREMA. Et donc, on a des petites communes à Trifouille-les-Oies qui font des ronds-points hollandais, alors qu'ils ont peut-être 50 ou 100 VO par jour. Mais c'est pas grave, parce que c'est ça la recommandation. Et donc ça, c'est un vrai pouvoir prescriptif qui est important, qui se verra sur la durée, parce qu'une voirie, elle est là pour 15-20 ans. Donc, mais disons que dans 15, 20, 30 ans, grâce aux recommandations actuelles, tous nos ronds-points devraient ressembler à ça. À Paris, c'est possible de faire ça. Il n'y a pas beaucoup de ronds-points à Paris. Ouais, pas beaucoup de ronds-points. On n'est pas trop une ville de ronds-points. Il y en a quelques-uns. Une région de ronds-points. Mais... C'est possible en partie. Alors, les couleurs, c'est toujours compliqué à Paris, notamment parce qu'on a des contraintes patrimoniales. Moi, dans mon quartier, par exemple, il y a la préfecture de police, on en avait parlé. Il y a un autre corps de l'État qui dépend du ministère de la Culture, qui s'appelle les architectes des bâtiments de France. Et leur rôle, c'est de défendre le patrimoine, ou en tout cas la vision du patrimoine historique, un peu figé parfois. C'est vraiment la couleur des routes, typiquement. Et notamment, dans certains axes, la couleur, le revêtement, ils ont des considérations qui sont pas illégitimes, de percée visuelle, cohérente, etc. Et donc on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que ce serait très utile, je pense qu'au niveau national, par exemple le CEREMA, encore une fois lui, s'il pouvait dire que c'est telle couleur pour les pistes cyclables et que partout en France on est la même, je pense que ce serait vraiment intéressant.
Après, je sais pas si. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Au moins, ce serait clair dans le code de la route. C'est vrai qu'en France, on a des rouges, des blanches, des à Lille, ils font bordeaux, des jaunes. Ouais, des jaunes. Ouais. Et même à Paris, il y a des vertes comme Magenta, il y a des jaunes comme la rue du Faux qui est très récente. Et pour rebondir sur le rond-point à la hollandaise, on peut pas non plus le mettre partout parce que ça demande beaucoup de place. Voilà, c'est ça. Il y a une place très particulière. Tu pourrais chambouler toute une structure de place pour des grands ronds-points. Donc à Porte de Saint-Cloud, par exemple, pas de problème. Le truc, il est immense. Il fait 200 mètres. Il fait 200 mètres. Donc il y a pas de problème. Par contre, effectivement, le mettre à la place d'un carrefour à Paris, entre Sébastopol et les grands boulevards, ça va être compliqué, quoi. Je voulais voir avec vous un dernier exemple typique. On voit ça notamment, on a vu ça à Copenhague, c'est la vélorue. Déjà, qui veut bien nous rappeler, peut-être Gonzague, tu nous rappelles ce que c'est une vélorue alors, c'est des rues qui sont censées être limitées à 30 km/h, ou 15 peut-être même, si je ne m'abuse. Alors, je sais pas quelle est la vitesse. Bonne réponse, mauvaise réponse. Je pense c'est des aménagements complètement bâtards, hein, vraiment. Ça n'existe pas dans le code de la route. N'ont pas du tout la priorité sur les vélos. Donc, s'il y a des vélos. D'ailleurs, en vrai, c'est aussi ce qui se passe sur une route normale. Hein. Normalement, si tu as un vélo devant toi et que tu ne peux pas le dépasser, tu ne dois pas lui faire pression, faire rugir ton moteur pour lui faire peur ou lui mettre des coups de klaxon. Donc, c'est des rues où les mobilités douces sont totalement prioritaires. Mais ce qui est très drôle, c'est ce que je rappelle, c'est que en fait, ça n'existe pas déjà au niveau du code de la route. En France, tu veux dire? Oui. Mais il y en a en France, non? On en fait de fait. Mais on est sur une zone d'ombre légale, alors non, en fait, ce qui existe, c'est l'aménagement. C'est-à-dire que, de mon point de vue, une rue vélo, c'est avant tout un axe de transit qui a été coupé. C'est surtout ça qu'il faut, c'est un axe où il ne va pas y avoir beaucoup de circulation. Parce qu'on ne peut pas mettre une rue vélo là où il va y avoir beaucoup de circulation. Donc il y a déjà ça à traiter en amont, c'est-à-dire revoir le plan de circulation. Il y a ce point-là, et ensuite, effectivement, voir comment on fait cohabiter les usagers sur cette voie, donc soit en réduisant l'espace de la voirie, pour limiter le risque de dépassement, parce que sinon, effectivement, il y a des automobilistes qui vont vouloir passer des cyclistes, tout en permettant de se croiser, parce que l'idéal, c'est de créer du double sens de circulation. Donc en fait, aujourd'hui, on joue plutôt avec l'urbanisme, plutôt qu'avec la loi, parce que ça n'existe pas au niveau du code de la route français. En fait, concrètement, une vélorue, il y en a plein qui existent de fait. Toute rue où il y a beaucoup de vélos et peu de voitures, c'est une vélorue de fait. Et après, effectivement, à Paris notamment, et pas qu'à Paris, à Tours aussi, il y en a pas mal, je crois qu'ils sont en train de développer, on a des signalétiques pour rendre ça clair. Mais il n'y a pas vraiment de régime effectivement légal, mais il faut beaucoup de vélos et peu de voitures, et de fait, les voitures étant diluées dans la masse des vélos, se sentent pas chez elles, et donc elles vont doucement. C'est ça un peu le pari des vélorues. Ok, d'accord. Mais il y a un problème d'application de toute façon, et donc changement de mentalité sur les rues où les piétons ont la priorité, les zones de rencontre, etc. Oui, ça, par exemple, la rue des Petits Champs, qui est une rue qui n'est pas censée être traversée par des voitures qui ne sont pas en train de desservir le trafic local, etc. Il y a bien marqué « sens interdit partout ». Mais ça circule comme jamais, ça te met de la pression, les piétons se font insulter s'ils sont sur la rue, alors qu'ils peuvent y marcher. Donc, ça fait partie des sujets, tu vois, et toi tu l'as dit à juste titre, c'est une rue qui n'est plus censée être une rue de transit, donc qui doit accueillir beaucoup moins de trafic automobile, mais qui aujourd'hui est encore un énorme lieu de passage et très peu de contrôle. Je pense qu'il manque ce qu'on appelle des filtres. Alors, il y a quelque chose qui est beaucoup fait aux Pays-Bas, c'est ce qu'on appelle des filtres modaux. Un filtre qui va bloquer un mode de transport. Voilà, donc, ça peut être fait pour les camions, par exemple, au niveau des ponts, avec des barrières au-dessus. Ça peut être fait pour les voitures, avec des plots qui sont au milieu et qui laissent passer les cyclistes. Il y en a beaucoup à Londres, notamment, dans leur quartier résidentiel. Des espèces de gros boulards. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais des espèces de trucs énormes. Un truc qui bloque. Et donc, aux Pays-Bas, par exemple, dans les quartiers, tu ne peux jamais traverser le quartier. Tu rentres dans le quartier et tu dois faire demi-tour pour ressortir parce que aux extrémités, tu as ce qu'on appelle des filtres modaux qui permettent aux cyclistes piétons de passer, mais aux automobilistes de les bloquer. C'est comme ça qu'on peut couper du trafic de transit, en fait. Nous, on a essayé de le faire dans le Marais. On a fait un plan de circulation un peu Bing Bang qui avait comme objectif de réduire vraiment le trafic de transit dans des rues qui étaient très traversantes, où on allait de la Seine jusqu'à la République en passant par les rues étroites du Marais. C'était vraiment invraisemblable. Ça a bien marché. Faut le piétoniser du coup. Non, pas piétoniser justement. C'est en changeant en sens de rue, en faisant en sorte que quand on rentre par un point A, le chemin naturel dans le quartier nous fasse sortir assez proche du point où on est rentré. Du coup, les riverains peuvent y aller, mais du coup, la traversée est inintéressante. Alors, c'est des projets qui sont politiquement très compliqués. Pas très chers, pas très compliqués techniquement, mais politiquement très compliqués parce que là, on fait beaucoup de gens qui vont se plaindre. Et moi, c'est le projet pour lequel j'ai eu le plus de plaintes, mais des fois, je comprends d'ailleurs. Parce que des gens qui habitent à un endroit et ont un box de garage à un autre endroit, qui du jour au lendemain ne peuvent plus y aller, et vont se taper 10 minutes de boucle, c'est insupportable. Et en même temps, si on prend en compte les usages existants, par définition, on ne peut pas modifier la réalité de l'espace public. Parce que quand un espace public permet un usage, l'usage se réalise. Ce qu'on appelle l'induction du trafic. Si vous avez une ligne droite, vous aurez beaucoup de véhicules. Et à un moment,
il n'y a pas de 15 000 choix, il faut casser la ligne droite. Et donc on a essayé de faire ce que évoquait Altis, des filtres modaux, notamment dans la rue Saint-Martin devant une école. Ça marche bien, on a réduit beaucoup le trafic. Par contre, les plots, ils se font dégommer. Il y a des gens qui viennent les saboter volontairement. Ça va assez loin. Ça va assez loin parce qu'il y a des gens pour qui c'est insupportable de ne pas pouvoir aller tout droit. Ouais. Et là, en l'occurrence, en plus, il y a une rue parallèle, donc c'est vraiment pas un gros détour. Mais c'est assez dur. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de limiter contre les petits trajets, tout en permettant les trajets longs. Parce qu'une fois que tu es sorti de ces petits quartiers et que tu fais un trajet long, ça t'impacte pas sur l'ensemble de ton trajet, quoi.